Monsieur le ministre des Pouvoirs locaux, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, chers collègues bourgmestres, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, tout d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point je suis heureux de vous accueillir en présentiel, de voir autant de gens en vrai, d'avoir même pu oser se faire la bise pour se dire bonjour. Quand j'ai pris la présidence de l'Union des villes et communes de Wallonie, c'était juste avant la pandémie. Donc c'est vous dire à quel point ça m'est cher, ce premier colloque réel et non virtuel m'est cher. Et il m'est encore plus cher puisque c'est le signe d'une union des villes qui saisit la balle au bond, qui écoute, qui étudie, qui concerte, qui réfléchit et qui propose. Ce colloque d'aujourd'hui est essentiel et vous l'aurez compris, c'est avec plusieurs émotions diverses que je l'aborde. Alors en juillet 2021, la Wallonie s'est trouvée face aux inondations les plus catastrophiques jamais connues auparavant, ou depuis au moins 200 ans, puisque 39 victimes sont décédées, 100 000 personnes ont été sinistrées, 36 000 bâtiments publics ou privés gravement endommagés ou totalement détruits, 50 000 véhicules laminés, 265 ponts emportés ou grandement dégradés, et 340 000 tonnes de déchets laissés par les eaux déchaînées. Et donc c'est la première fois qu'un colloque de l'Union des villes et communes de Wallonie aborde un sujet qui fut une tragédie. Et donc pour commencer ce colloque, je vous proposerai peut-être de faire une minute de silence en la mémoire des victimes décédées. Je vous remercie et je vais vous proposer de rester debout. Je vais vous proposer de rester debout pour toutes celles et tous ceux qui ont tout fait pour venir en aide, réagir au mieux, gérer cette catastrophe hors du commun avec les moyens à disposition. Et donc je vous demande une standing ovation pour toutes ces personnes. Merci beaucoup. Alors je remercie bien évidemment le gouvernement wallon et le commissariat à la reconstruction qui se sont mobilisés très rapidement pour soutenir les pouvoirs locaux. Après la pandémie de la Covid-19, la capacité de rebond de la Wallonie a été remarquable et nous savons ce que cela lui en coûte. La première demande de l'Union sera émise donc à l'attention du gouvernement. Maintenez vos efforts et que soient prolongés les dispositifs d'aide actuels tant que la demande est bien présente. Je pense par exemple à la mise à disposition de personnel sous les points APE dans les différentes communes sinistrées et à l'accès du fonds pour le relogement. Et sur ce point, monsieur le ministre avait reçu mon discours, à mon avis, juste un petit peu avant, donc je rigole. Mais le gouvernement, hier, a pris des dispositions. Et donc, merci beaucoup, monsieur le ministre et le gouvernement, pour cette action. Alors, les 13 et 14 juillet 2021, nous nous sommes rendus compte que le changement climatique était déjà bien présent dans notre quotidien. La moitié de la population mondiale souffre de ce changement climatique et nos modes de vie vont évoluer sous la contrainte des événements climatiques avec une accélération dans les années à venir. Il y a urgence et le temps, ce sont des vies. Combien de vies les inondations, les incendies gigantesques, les fortes tempêtes, les canicules, les sécheresses, les famines emporteront-ils encore ? Le tout récent rapport du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes révèle qu'entre 350 et 500 catastrophes de moyenne et grande ampleur ont eu lieu chaque année au cours des 20 dernières années. Le nombre de ces catastrophes pourrait s'élever même jusqu'à 560 par an d'ici 2030, alors qu'on était à 400 en 2015. Quant au coût de ces catastrophes, il s'élève en moyenne à 770 milliards de dollars par an. Le dernier rapport du GIEC aussi met en avant désormais des solutions à prendre de toute urgence et des modalités d'adaptation. Alors vous avez bien entendu, nous sommes donc déjà à l'adaptation. Mais aussi et surtout, nous sommes devant la plus grande révolution que l'humanité ne connaîtra jamais. Révolution des idées, révolution des modes de vie, révolution des habitudes et une révolution industrielle aussi. Pour atténuer et s'adapter, pour poursuivre tout simplement l'aventure humaine. Alors ensemble, nous pouvons le faire et refuser cette spirale d'autodestruction. Transformons la gouvernance pour un futur plus résilient. Nous avons tous, toutes et tous, un rôle à jouer, à commencer par les pouvoirs locaux.
Ce n'est pas pour rien que l'on parle d'ailleurs de localisation des objectifs de développement durable de l'ONU, ce que l'on appelle les fameux ODD. Et lors du sommet Climate Change Europe 2022, l'enjeu de la déclinaison locale des politiques environnementales a bien été une fois encore rappelé. Appliquons donc le principe de penser globalement, agir localement. Alors certes, le drame des inondations de juillet est tellement énorme qu'il ne pourrait servir de maître étalon de la gestion de crise et de la prévention d'une catastrophe. Alors voilà pourquoi nos travaux de ce jour visent toutes les crises auxquelles un bourgmestre peut être confronté. Une pandémie, un incendie, les tempêtes, l'inondation, l'accident Céveso, l'explosion nucléaire, les actes de terrorisme, etc. Les constats et les revendications qui suivent proviennent de la réflexion de notre conseil d'administration, de nos rencontres de terrain avec des bourgmestres des communes sinistrées, mais aussi des travaux menés par un groupe de travail interne à l'Union des villes et communes de Wallonie sur la planification d'urgence menée de main de maître par John Robert, notre conseiller expert, et par notre secrétaire général, Michel Bauvry. Je les en remercie évidemment toutes et tous chaleureusement. Alors premièrement, je vous propose donc de nous poser une question fondamentale. Que pouvons-nous faire pour la meilleure gestion possible d'une crise? Alors en tant que président de l'Union, sachez que j'aime le concret. On fait le constat, évidemment, à l'Union des villes, on fait beaucoup de constats, mais ensuite, surtout, on propose. Et c'est tout le sens de mon engagement au sein de l'Union, et donc j'ai 8 points à vous soumettre pour nos actions concrètes. Alors tout d'abord, développer la culture du risque et la formation des décideurs locaux. Donc mon premier constat tient à la culture du risque qui n'est pas suffisamment développée dans notre pays et dans notre région. Par ailleurs, je soulignerai aussi la méconnaissance par beaucoup d'acteurs de ce qu'est réellement la planification d'urgence et la gestion de crise. Les crises successives que nous avons connues imposent un nouveau rôle au bourgmestre. De pilote de projets politiques, il passe à un rôle de gestionnaire de crise, et on peut mettre S à crise, qui plus est souvent de crise marathon qui s'étire dans le temps. Il est donc devenu primordial pour lui, son équipe, de mieux prendre ses marques et dans une approche en fait de prévention des risques et de gestion de crise afin d'y apporter son expertise de proximité. La formation des décideurs communaux est donc devenue une priorité. Et donc ainsi, en matière de gestion de crise, le bourgmestre ou le collège, puisque souvent des échevins font évidemment fonction de bourgmestre, le directeur général, les agents locaux qui auront un rôle à jouer doivent être sensibilisés et formés à la planification d'urgence et à la gestion de crise. En connaître les fondamentaux, comprendre les procédures et les rôles de chacun, acquérir des réflexes, s'y retrouver dans le jargon technique qui revient parfois dans le feu de l'action, se constituer un réseau de personnes ressources et enfin comprendre et interpréter les alertes. Alors je suis heureux que les recommandations du Parlement wallon sur les inondations aillent également dans ce sens. Alors certes, ça ne signifie pas qu'un bourgmestre deviendra un coordinateur PLANU, mais il partagera un référentiel désormais commun avec celui-ci. Alors quant au PLANU, il aura un rôle important de vulgarisation auprès de l'équipe communale. Et surtout, face à une situation de catastrophe, par définition non maîtrisée avant qu'elle ne se produise, le bourgmestre pourra trouver rapidement ses marques en s'appuyant sur une base solide. Alors j'ai l'honneur de vous annoncer que, souhaitant apporter évidemment sa pierre à l'édifice et forte de son service formation qui organise d'ailleurs le colloque d'aujourd'hui et je les en remercie, eh bien l'Union des villes et communes de Wallonie entend mettre sur pied cette formation, sensibilisation à l'attention des bourgmestres, des échevins, des directeurs généraux et des agents communaux. Alors deuxièmement, il convient de disposer de ressources humaines pour gérer la crise, prévenir et agir, et je soulignerai ici l'importance de la fonction de coordinateur de la planification d'urgence, le CPLANU, le PLANU. Dans une crise, qui plus est dans une crise qui s'étale dans le temps et qui épuise, il faut impérativement renforcer les communes en personnel. L'aide de personnel supplémentaire sous point APE a d'ailleurs été fortement appréciée. Alors par ailleurs, je viens d'en parler, le coordinateur PLANU est un acteur essentiel. Soyons ambitieux et exigeants pour la sécurité. Il faut que chaque commune puisse disposer d'un coordinateur PLANU professionnel, bien formé et équipé, et exerçant sa mission à temps plein. C'est un métier spécifique qui est devenu nécessaire en commune pour cartographier les risques, les prévenir et les gérer, et surtout prendre en main les situations d'urgence.
Son statut doit être reconnu au même titre que d'autres experts au sein des pouvoirs locaux. Des subsides spécifiques fédéraux doivent venir soutenir l'engagement de ce professionnel du risque au sein des villes et communes. Par ailleurs, nous savons qu'au sein des plus petites communes, la situation est évidemment plus que préoccupante. Une solution de mutualisation est parfois envisagée pour disposer d'un planificateur d'urgence au service d'entités de plus petite taille. Donc, plusieurs communes d'ailleurs envisagent de mettre en commun et de se partager un coordinateur PlaNU par exemple. Et puis dans certains territoires, c'est une équipe de PlaNU qui est employée au sein d'une zone de secours et de ce fait qui est mise à disposition des communes de la zone, comme ça peut être le cas en SB ou en Val-de-Sambre. Et nous entendrons d'ailleurs dans quelques minutes le témoignage de Manu Douette, qui est le président de la zone de secours SB. Alors à une échelle pluricommunale, on pourrait également envisager de prévoir le backup des agents PlaNU entre eux lorsqu'ils prennent quelques congés mérités. Toutefois, l'échelle pluricommunale doit impérativement être calibrée sur un territoire qui ne peut être trop vaste. L'Union des villes, d'ailleurs, plaide pour des territoires et des bassins supralocaux à taille humaine, déterminés librement par les communes en fonction des réalités de terrain et des bassins de vie. Sur ce point, nous ne soutenons pas les recommandations du Parlement wallon qui tentent à prôner des zones de secours encore plus vastes qu'actuellement. Car en toute hypothèse, il est primordial que le fonctionnaire PlaNU soit bien en phase avec les réalités communales et sous-communales et qu'il dispose évidemment d'une connaissance fine du territoire local. C'est pour cette raison que l'hypothèse du binôme bourgmestre-coordinateur PlaNU au sein d'une même commune est sans doute la plus performante. Le fonctionnaire PlaNU étant un réel conseiller du bourgmestre. Je terminerai sur ce point consacré au PlaNU en mettant l'accent sur sa formation et sur l'entraînement, l'exercice de terrain. Le groupe de travail planification d'urgence que nous avons mis sur pied à l'Union a souligné que la formation de niveau universitaire est certes de grande qualité, mais pêche par le manque d'exercices pratiques et de mise en situation concrète. Donc l'Union plaide donc pour un stage pratique de terrain et des recyclages réguliers via des exercices d'évacuation, des stress tests visant des infrastructures sensibles, des simulations d'accidents, etc. Alors 3, vous l'aurez compris, l'Union plaide pour arriver à une réelle structure communale de crise. Je sais que c'est très exigeant en termes de ressources, mais c'est une réelle structure communale de crise vers laquelle nous devons arriver. Composée des décideurs locaux, évidemment, impliqués et bien formés, donc bourgmestre, échevin, directeur général, agents communaux, et d'un coordinateur de la planification d'urgence. L'Union en appelle donc au soutien des gouvernements fédéral et régional pour asseoir cette structure. Je soulignerai ici aussi l'importance dans cette structure d'exercices de grandeur nature, au moins une fois par an, proposés par les pompiers, la province, voire même, pourquoi pas, par l'armée. Alors après les ressources humaines, j'en arrive aux ressources matérielles. Alors c'est assez évident à dire, pour lutter contre une catastrophe, il convient de disposer de matériel adéquat. Et il nous paraîtrait très utile de disposer d'une sorte de catalogue des machines et véhicules disponibles dans les zones de secours belges, voire même, pourquoi pas, au-delà de nos frontières, et des process à activer pour pouvoir en disposer grâce à un déploiement rapide. Les centres nationaux et régionaux de crise doivent pouvoir aider les communes en ce sens. Alors 5, quant au processus de communication et d'alerte adéquat, je soulignerai aussi l'importance de la qualité de l'alerte et la compréhension de l'information. Alors l'Union plaide pour des outils de communication à disposition des bourgmestres. Donc on a déjà effectivement des systèmes d'appel de secours performants comme les radios Astrid ou encore justement ce qu'Astrid a développé, à savoir les Blue Light Mobile par exemple. Mais le réseau d'alerte et de communication doit être robuste et résister à la saturation et à la défaillance des réseaux de téléphonie, la panne de réseaux électriques ou d'Internet, mais aussi l'existence de zones blanches sur les territoires sinistrés. Le système d'alerte doit être fiable pour les bourgmestres et les bourgmestres doivent pouvoir lui faire une totale confiance. Il y a encore trop de bourgmestres qui se lèvent en pleine nuit par temps de fortes pluies pour aller vérifier le niveau d'eau. Ceci n'est évidemment pas viable ni tenable. Quant aux informations véhiculées par les experts, il convient que cette communication soit compréhensible, signifiante et directement exploitable par les autorités régionales et communales compétentes, voire même par la population. Alors,
En sixième point, j'aborde un point qui me semble crucial à la collaboration forte entre les autorités supérieures et locales, à savoir la ligne de commandement et la connaissance de terrain. Pour l'Union, un enjeu majeur réside dans la recherche du juste équilibre entre le niveau plus local, donc gage de connaissance du terrain, et le niveau provincial, voire fédéral ou régional, gage de coordination plus efficace de l'ensemble d'un dispositif donc, de gestion de crise sur son grand territoire. C'est une fameuse lasagne dont on parle souvent, certains préfèrent les millefeuilles, c'est un petit peu plus sucré, mais à force d'avoir trop de couches de pouvoir décisionnel, ça en devient lourd et indigeste, simplifions, allégeons. Alors nous avons bien lu la recommandation 58 du Parlement wallon, à laquelle nous adhérons totalement. Dans l'hypothèse d'une succession de déclenchements de phases d'urgence, le législateur fédéral devrait 1. Clarifier la chaîne de commandement dans la gestion de crise, 2. Déterminer clairement des mécanismes de coopération entre les différentes entités, et 3. Rappeler le rôle et la responsabilité de chaque intervenant dans chaque phase d'urgence, donc le centre de crise national, le centre de crise provincial et le centre de crise communal. L'Union est évidemment à disposition de toutes ces instances pour y travailler de concert. Nous soulignerons également que la remontée de l'image précise de terrain concernant tant le déroulement des événements que la connaissance fine du territoire est une compétence essentielle du bourgmestre et de la cellule de crise communale. Il revient à tout prix d'assurer une chaîne de commandement adaptée à la nécessité de ces réponses rapides en lien avec le terrain et d'éviter les ordres contradictoires générés par la méconnaissance de ce territoire. La collaboration entre les bourgmestres et leurs gouverneurs et de ces services, évidemment, est essentielle également pour coordonner au mieux les réponses et réduire au maximum les dégâts. Cette collaboration doit aussi s'exprimer en termes d'organisation apprenante. Ce n'est pas le tout de réunir les bourgmestres juste avant ou pendant une crise, il faut aussi les réunir après. Les débriefings sont par exemple très importants pour apprendre l'expérience commune. Alors en septième point, je vous parlerai évidemment des renforts. Je soulignerai ici le rôle des autres communes, des services de secours, des services de police et de l'armée. Les communes voisines, voire plus éloignées, sont souvent les premiers renforts. Elle a su s'exprimer, et on a vu cette solidarité qui a pu s'exprimer de la plus belle des manières lors des inondations. Cette solidarité doit être saluée et soutenue par la région. L'Union des villes estime très important de pouvoir bénéficier rapidement de renforts en personnel détaché d'autres communes, mais aussi d'autres niveaux de pouvoir. Et en cela, la recommandation 77 du Parlement wallon souhaite, je la cite, « assurer une capacité pour les gouverneurs de province à mobiliser, en cas de crise majeure, une réserve de personnel parmi les agents de l'administration provinciale ». Alors à noter également l'importance de la coopération au-delà des frontières nationales et régionales. L'Union exhorte évidemment la région wallonne à optimiser ses collaborations avec les autres régions du pays et des pays limitrophes. Quant à la relation étroite entre la Wallonie et la communauté germanophone, l'Union estime avoir été entendue par le Parlement wallon qui préconise dans ses recommandations de conclure un accord de coopération entre la Wallonie et la communauté germanophone afin de fluidifier la mise en œuvre concrète des aides et clarifier la répartition des rôles entre les deux entités. Alors je soulignerai aussi bien sûr le rôle des services de secours au sens très large. Les pompiers, je pointerai ici évidemment l'importance des volontaires mobilisables rapidement dans la gestion d'une crise et connaissant à nouveau le terrain. Les policiers, notamment pour sécuriser les lieux et gérer le chaos dans la population, les services fédéraux de protection civile dans la mesure de leurs faibles moyens, etc. Et puis j'en arrive à la défense. Dans certains pays, l'Espagne par exemple, l'armée joue un rôle de tout premier plan en cas de catastrophe. En Belgique, l'armée n'est pas un service de secours, mais elle peut intervenir en tant que renfort, soutien et assistance. Il est ainsi prévu que l'armée puisse appuyer les services de secours avec le matériel existant dans le cadre de ce que l'on appelle l'aide à la nation. Mais cette aide à la nation est le 10e des scénarios dans l'intervention de la défense. Alors même si ces scénarios ne sont pas énumérés par ordre d'importance, nous estimons primordial que l'aide à la nation reçoive dorénavant un accent tout particulier dans les priorités d'une armée renforcée.
Alors l'Union souhaite que la défense joue un rôle plus important dans le cadre de crises majeures via une intervention directe aux côtés des pompiers, des policiers, des agents de la protection civile, et notamment pour une crise qui dure évidemment, et qui en plus de ça nous oblige à intervenir 24 heures sur 24. Une piste intéressante pour la gestion de crise serait de donner la possibilité aux communes de bénéficier du renfort de réservistes militaires entraînés et rompus au métier de la défense et de l'intervention. Il pourrait être tenu un listing par province de ces réservistes appelables en cas de catastrophe. L'armée pourrait aussi aider à gérer les bénévoles en support des autorités civiles et locales et en les encadrant et en organisant le travail. Alors je me réjouis évidemment d'entendre tout à l'heure sur ce vaste sujet le lieutenant-colonel Guy Beckers, qui est commandant militaire de la province de Liège. Alors enfin, je mettrai un coup de projecteur sur le rôle de la population, sur la sensibilisation nécessaire à la culture du risque et à l'encadrement des bénévoles. Le rôle des citoyens dans le cadre d'une crise ne doit pas être oublié. Tout citoyen qui se trouve dans une zone à risque doit en être correctement informé. Or, on constate en Belgique que le citoyen n'est pas suffisamment sensibilisé à la gestion des risques, voire ne s'en rend pas compte, ou ne veut pas s'en rendre compte, sauf lorsque la catastrophe, évidemment, est sur sa tête. Alors c'est l'un des rôles, évidemment, du coordinateur PLANU et de la discipline 5 de communication, de veiller à cette information primordiale, tant pour convaincre les citoyens d'évacuer lorsque c'est la seule issue pour la sauvegarde de son intégrité physique, que pour aussi aménager son habitation afin d'anticiper efficacement les effets d'un événement calamiteux. Alors quant aux bénévoles, on soulignera leur engagement dans une aide solidaire, mais qui doit être bien comprise, bien encadrée dès le début et réservée aux tâches simples afin d'éviter des initiatives contre-productives, voire des mises en danger d'autrui et de soi-même. Il pourrait donc être aussi intéressant de créer une réserve de citoyens volontaires sensibilisés au rôle qu'ils peuvent jouer en cas de catastrophe. Alors le programme du colloque d'aujourd'hui aborde également les mesures préventives à prendre afin d'éviter le risque, évidemment, ou d'en amoindrir les effets s'il survient. Et tournés vers l'avenir, nous aborderons également la reconstruction proprement dite. Donc ma seconde grande interrogation de ce matin portera donc sur ce que nous pouvons faire pour éviter les catastrophes et singulièrement les inondations. Alors tout d'abord, évidemment, disposer d'un diagnostic pertinent et mis à jour nous paraît essentiel. Le diagnostic initial et l'état des lieux sont très importants dans la prévention pour dresser une véritable cartographie des risques. Les solutions qui seront mises en place pour lutter spécialement contre les inondations doivent être fondées sur des constats et des outils rigoureux, exacts et totalement mis à jour. L'Union insiste donc pour que les plans de gestion des risques d'inondation, ce qu'on appelle les PGRI, ainsi que les cartes d'aléas d'inondation soient adaptés avec les nouvelles données issues de la catastrophe de juillet et actualisées. Je soulignerai d'ailleurs que les recommandations du Parlement wallon vont également dans ce sens et je m'en réjouis. Ensuite, l'Union plaide pour que des mesures globales en vue de gérer les risques hydrauliques, par bassin versant. La prévention des inondations nécessite un ensemble de mesures qui doivent se soutenir les unes et les autres afin d'assurer une plus grande résilience des territoires face à des événements d'inondation. Par débordement de cours d'eau, par ruissellement, par saturation des réseaux d'égouts ou des canalisations de voiries. Si les inondations peuvent être d'origine diverse, elles risquent aussi d'être amplifiées par le changement climatique. J'en reviens donc aux actions fondamentales de transition climatique que nous pourrons prendre pour décarboner notre environnement. Alors de manière tout à fait pragmatique, la nécessaire réflexion sur l'ensemble des risques hydrauliques auxquels est soumis le territoire wallon mettra en évidence toute une série de réponses techniques possibles pour y faire face et reconstruire les quartiers durables. Alors par exemple, je citerai, et la liste est non exhaustive, la création de zones d'immersion, de zones tampons, la création et l'entretien des bassins d'orage routiers ou de rétention d'eau pluviale, la gestion et l'entretien des égouts avec un curage régulier, la gestion et l'entretien des ouvrages hydrauliques, dont les barrages, les techniques de construction sur pilotis avec des matériaux drainants, la désartificialisation dans le cadre de nouveaux projets, mais aussi par exemple dans le cadre de réalisations passées, comme par exemple les parkings des grandes surfaces,
les bonnes pratiques agricoles, la couverture végétale permanente, dont la nécessaire résilience des forêts, la plantation de haies, l'aménagement, la gestion et l'entretien des cours d'eau. Et on pourrait encore citer effectivement pas mal d'exemples. Alors nous aurons évidemment l'occasion cet après-midi d'avoir et d'entendre quelques bonnes pratiques de toute une série de villes et communes préventives donc d'inondations. Alors en ce qui concerne les égouts, je voudrais attirer l'attention sur le meilleur et le plus régulier des entretiens possibles. Dès le lendemain des inondations, la SPGE menait une opération spectaculaire de curage pour éviter tout choc en retour d'un réseau d'égouts saturé par des déchets de toute nature, charriés évidemment par les eaux. L'Union estime que la reprise de l'entretien des égouts par la SPGE apparaît comme une solution de mutualisation efficace d'un service qui viendrait bien à son heure. Au niveau agricole, nous estimons aussi qu'il conviendrait d'assurer un allègement, voire une élimination des risques de ruissellement. Et enfin, pour conclure ce discours d'introduction qui était assez long, mais vous aurez compris, il était important, tournons-nous maintenant vers l'avenir. Que pouvons-nous faire pour gérer l'après-crise et reconstruire ? La reconstruction après les inondations mérite une méthodologie de travail basée sur la concertation avec les villes et communes sinistrées, sur la transversalité et sur le décloisonnement. Une union sacrée entre tous les intervenants en somme. Pour l'Union des villes, la concertation permanente avec les villes et communes sinistrées est essentielle. L'Union des villes plaide pour qu'une concertation permanente soit assurée avec les communes, gestionnaires du territoire, afin de co-construire les réponses réalistes, proportionnées et responsables eu égard au risque d'inondation. La reconstruction doit permettre de réconcilier les communes avec les fleuves et rivières dont elles ont toujours partagé l'histoire. Ensuite, nous plaidons pour une méthode de travail régionale basée sur la transversalité et le décloisonnement, gage de succès dans la reconstruction des vallées meurtries. La transversalité et le décloisonnement doivent guider la méthodologie de la Wallonie. Les recommandations du Parlement wallon vont également dans ce sens et la présence ministérielle ce jour me conforte également grandement quant à ce choix méthodologique. Alors quant aux mesures d'aménagement du territoire et de gestion de l'environnement assurant une maîtrise des risques, l'Union est à la disposition, évidemment, des cabinets, des administrations pour réfléchir de concert aux bonnes pratiques d'aménagement du territoire et voir comment elles pourraient être implémentées au mieux par les communes. Je citerai par exemple donc, le fameux stop béton pour éviter l'imperméabilisation des territoires, la maîtrise de l'urbanisation sur les hauteurs, puisque si l'on préfère les hauteurs au fond de vallée, il faut maîtriser évidemment le risque d'inondation par ruissellement, la lutte contre l'étalement périurbain, la réalisation des conditions de permis d'urbanisme et par exemple l'obligation de construction d'un bassin d'orage. Et à ce sujet, ne conviendrait-il pas aussi de mutualiser les missions de contrôle des conditions de permis d'urbanisme? Et puis, pour terminer, on n'évitera pas l'épineuse question de la prise en charge des moins-values immobilières. L'Union des villes souhaite attirer l'attention de la région sur le fait que les communes ne peuvent être livrées elles-mêmes face à la question de la constructabilité de terrain sur base de limitations régionales. Si l'ambition de la région est de rendre non constructibles certains endroits du territoire wallon, cela doit se traduire au travers de révisions de plans de secteur et faire l'objet d'indemnisations nécessaires et non pas pour être assuré au travers de la non-délivrance de permis d'urbanisme ou au travers d'outils de planification communale dont la responsabilité tombera in fine sur les seules communes. La révision des plans de secteur, donc selon une procédure spéciale, avec un soutien extraordinaire aux communes concernées, c'est donc maintenant ou jamais. Enfin, j'arrive à la gestion des effets d'une catastrophe contre les inondations. Les inondations de juillet ont non seulement pris des vies et détruit des biens publics et privés, mais elles ont aussi créé des pollutions importantes, tant par les déchets charriés par les eaux en furie que par les hydrocarbures libérés des citernes à mazout renversées ou éventrées. L'Union plaide donc pour l'élaboration d'un plan d'évacuation rapide de la gestion des déchets qui associerait les différentes intercommunales de gestion des déchets et la SPAC pour l'aspect donc de la dépollution. Afin de prévenir toute difficulté en matière d'élimination des déchets en grande quantité, on parle donc de 340 000 tonnes de déchets rien que pour ces inondations, il convient de conserver des capacités locales, notamment en matière d'incinération des déchets.
Et enfin, quant au relogement des personnes sinistrées, c'est évidemment un sujet qui mériterait un colloque à lui tout seul. Le défi du logement public est sans doute un des plus grands chantiers de la Wallonie, des communes et des sociétés de logement de services publics dans les années qui viennent. Alors, monsieur le ministre des pouvoirs locaux, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les bourgmestres, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, vous l'aurez compris. L'Union des villes et communes de Wallonie est aux côtés de ses membres et à la disposition des gouvernements régionaux, de la communauté germanophone et fédérale pour participer activement au processus de reconstruction des villes et communes sinistrées et à la réflexion générale sur l'amélioration des procédures en gestion de crise. Fort de ce constat avec nos membres, mais aussi avec les experts de terrain, nous lutterons de concert contre les catastrophes et singulièrement contre les inondations en Wallonie qui est riche de son or bleu. Nous apporterons également ainsi notre pierre à l'édifice d'une société consciente des ravages du dérèglement climatique. C'est dans ce sens que le colloque de ce 13 mai 2022 est essentiel et fera date. Merci d'être venus en nombre pour échanger avec nous sur cette problématique qui nous tient tant à cœur. Merci de votre attention, merci aux équipes de l'Union et surtout bon colloque à chacune et à chacun d'entre vous. Merci beaucoup.